toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Deuil au Bénin. Le docteur Basile Adjou-Moumouni n'est plus. Il est décédé ce mardi 12 novembre 2019 à l'âge de 97 ans. Diplômé de médecine légale et tropicale, l'homme a écrit plusieurs ouvrages. Il a également été président élu du Bénin en 1968, mais il n'a jamais été installé dans ses fonctions. Écho du CEFOR 2019, à présent la 24e édition du séminaire de formation organisé par le CITEF suit son cours au Novotel à Cotonou depuis hier. Les participants ont droit à des conférences et ateliers sur plusieurs thématiques. Rodrigue Babagbeto a suivi pour nous l'atelier sur la production d'informations pour les réseaux sociaux avec le smartphone, un atelier qui outille les journalistes pour une performance dans la fabrication de contenu à l'ère de la vidéo mobile. Suivez son reportage. Les détails sont remarquables, les couleurs des voitures et du ciel éclatantes. Tout ceci a été pris avec un smartphone sans aucune correction en post-production. Aujourd'hui, les qualités techniques des téléphones dépassent dans certains cas même les caméras de télévision. Par exemple, ici à ORTB, vous diffusez dans ce qu'on appelle la définition simple en SD. Un capteur de téléphone, la plupart des téléphones qu'on peut acheter aujourd'hui ont des définitions qui sont 16 fois plus importantes que ça. Donc techniquement, on a prouvé que les téléphones sont de bonne qualité. Ça ne marche pas toujours avec n'importe quel téléphone. Il faut plutôt avoir des téléphones moyens à haut de gamme. Nous sommes ici à une formation du CEFOR 2019, nos caméras positionnées pour le reportage, quand des hommes et femmes se lèvent. Ce sont des journalistes reporters d'Images 3.0, ou comme celui-ci aime bien se faire appeler, des journalistes reporters d'images version numérique. Journaliste reporter d'images version numérique, parce que c'est avec mon smartphone que je produis désormais l'information. Partout où je suis, je peux informer les uns les autres sur ce qui est autour de moi. Comme Patrick, ils sont près d'une dizaine de diverses nationalités à se livrer à cet exercice qui leur est donné. Ces journalistes télé doivent désormais appréhender les contours de la prise de vue. Nous prenons le risque de déconcentrer certains en plein exercice. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, on est en train de montrer comment le smartphone peut remplacer votre grosse caméra. Et pourquoi garder forcément la caméra de cette manière ? Alors là, vous voyez que je la tiens, que je me concentre et que je la tiens bien serrée, mon bras sur mon corps, pour la stabilité de l'image. Après le tournage, il faut monter sa vidéo. Ici, c'est encore le téléphone qui fait office de banc de montage. Ça se passe très bien. Et nous sommes en situation de montage et c'est avec notre smartphone, tout se fait. C'est mieux de travailler sur c'est léger, c'est plus facile et on a la possibilité de choisir ce qu'on veut. Alors que parfois quand on est sur un banc de montage, c'est un peu trop lourd. Il faut convertir parfois les images et les importer dans le logiciel de montage. Alors qu'ici c'est plus facile. Il suffit de cliquer sur la séquence et ça se retrouve dans le logiciel de montage. Maintenant la difficulté c'est de pouvoir assembler tout ce qu'on a pu filmer et découper exactement où il faut afin de construire quelque chose de logique. Des difficultés qui, pour le formateur, vont être surmontées par des exercices réguliers. Pour lui, l'essentiel est donné. Il s'en sort très bien pour des gens qui ont touché les téléphones pour faire de la vidéo avec et du montage depuis hier. Ils s'en sortent très très bien. Fondamentalement, ils savent déjà ce que c'est un reportage de télévision puisque ce sont des journalistes de télévision. Donc ils adaptent leur savoir-faire à un nouvel outil. C'est pour ça que ça va vite. Ça va vraiment vite puisque Patrick a monté son élément en un laps de temps. Un smartphone et des réseaux sociaux suffisent aujourd'hui pour faire passer son message au monde entier. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin. Cette croissance soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Arthur Wendo et Rodrigue Blondoumé ont fait le tour de la question dans ce reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean. Mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion
sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous deux aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Intéressons-nous maintenant à notre cadre de vie. Cette année particulièrement, les pluies sont abondantes au Bénin. Une pluviométrie exceptionnelle qui a provoqué des inondations sur toute l'étendue du territoire national. Une situation récurrente à chaque saison des pluies. Peut-on prévenir les inondations ou sont-elles inévitables? Hervé Koumassi, spécialiste des questions liées aux risques et catastrophes naturelles, répond au micro de Gloria Oni. On ne peut pas éviter les inondations, mais on peut réduire les risques liés aux inondations. Parce que quand vous voyez les populations s'installent dans le lit majeur des cours d'eau, parce que ce sont des zones fertiles à l'agriculture. Maintenant, quand l'inondation va venir, c'est comment faire pour réduire les risques liés à ces inondations-là. Et la gestion des inondations prend en compte la prévention, la gestion de l'urgence et la gestion post-inondation. Au niveau de la prévention, par exemple, nous permet de mettre en place tous les éléments qui vont nous permettre de réduire la catastrophe quand elle est là. Par exemple, on peut arriver aujourd'hui, à partir des calculs mathématiques, chercher à connaître les quantités d'eau qui sont capables de créer des inondations. Et ça, on a l'habitude de faire ça, on a fait ça sur plusieurs bassins déjà au Bénin pour dire, voilà les quantités d'eau qui sont susceptibles de créer des inondations. De la même manière, à partir des cycles, on est arrivé dans certains bassins à déterminer les zones qui sont susceptibles d'être inondées quand on a telle ou telle hauteur de pluie. Donc quand on prend par exemple les inondations fluviales créées au niveau des cours d'eau, ça c'est au niveau des cours d'eau, on peut arriver à déterminer quelle est la hauteur de l'eau capable de créer une inondation dans cette zone-là. Donc on fait ça grâce à ce qu'on appelle la randonnée fréquentielle, qui peut nous donner les valeurs des débits ou des précipitations capables de gérer des inondations.
Et Dakar va abriter en janvier 2020 la deuxième édition des rencontres du marché des titres publics de l'UEMOA. L'événement va présenter les enjeux et les défis du marché de la dette souveraine. Selon l'UEMOA Titres, il va offrir également de nouvelles opportunités d'investissement sur le marché des titres publics de la zone économique. Selon les organisateurs, l'objectif est de favoriser les échanges sur le développement du marché financier régional, de renforcer le leadership du marché des titres publics et contribuer à le positionner comme une véritable option d'investissement. Au Kenya, les autorités anticipent une production rizicole de 240 000 tonnes pour la campagne 2019-2020, soit environ le double de la récolte précédente. Cette performance d'une année sur une autre est liée à la bonne dynamique du projet d'irrigation piloté par le Conseil national de l'irrigation. Cette initiative devrait permettre de produire 180 000 tonnes de riz, ce qui représente environ 75% de la récolte nationale anticipée. En outre, la bonne récolte attendue devrait permettre au pays de réduire de 36% ses importations de la céréale. Le Kenya consomme environ 400 000 tonnes de riz par an et importe 250 000 tonnes de la graminée annuellement. Ses principaux fournisseurs sont le Pakistan et l'Inde. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.